J'ai mis 3 mots-clés comme ça, qui s'appliquent au système prébiotique ou abiotique, hein, dans l'univers, dans le cœur des étoiles, dans la nucléosynthèse des atomes, par exemple, dans les étoiles. C'est les principes de la thermodynamique. Et le fait notamment que l'énergie est à sens unique, donc l'énergie qui est consommée est perdue, elle est dissipée à jamais. C'est les principes de la systémique. Et on y reviendra. L'approche système, la vision globale qu'on peut essayer d'avoir, c'est un sujet sur lequel le vivant peut nous en apprendre beaucoup. Effectivement, c'est une bonne grille de lecture. Et enfin, le dernier principe, pas tout à fait, c'est l'émergence. Et l'émergence, c'est le principe qui veut que chaque fois qu'on franchit un seuil d'organisation de la matière, donc vers une complexité croissante, vous avez des propriétés nouvelles, donc dites émergentes, qui apparaissent. On pourrait formuler ça de manière simple en disant que le tout est plus que la somme des parties. Vous êtes constitué, vous êtes un organisme multicellulaire, vous êtes constitué de milliards de cellules, mais vous êtes plus que la somme des compétences de chacune de ces cellules-là. Donc une organisation émergente, c'est vrai dans les écosystèmes sont plus que la collection d'espèces et d'individus qu'ils abritent, et c'est vrai aussi dans les organisations humaines, et c'est là que ça devient intéressant pour les entreprises par exemple, la compétence d'un groupe est supérieure, si le groupe est bien managé, à la somme des compétences individuelles des personnes qui constituent le groupe. Donc tout ça, ce sont des règles de base qui forment finalement quelques principes fondamentaux de la complexité. Et j'aime beaucoup le biomimétisme pour ça, c'est que pour moi c'est la meilleure manière d'appréhender la complexité. C'est une grille de lecture que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut ressentir, et ce côté ressenti est important. Je reviendrai, je conclurai par là, mais je vais déjà l'aborder un tout petit peu dès maintenant. Le monde sauvage et le monde humain, on va dire l'humanité, et le vivant humain et le vivant non humain, sont intimement liés et nous sommes interdépendants d'organismes, et notamment de micro-organismes que nous ne connaissons pas pour la plupart. Alors vous abritez chacun au sein d'entre vous, ici, quelque part, un écosystème extrêmement complexe, composé de à peu près 4 kg de bactéries. Là-dedans, vous avez à peu près 1000 espèces de bactéries différentes, on n'en connaît pas la moitié. Donc vous êtes vous-même, chacun de vous, un écosystème extrêmement complexe, avec des propriétés émergentes. Vous vous adaptez en permanence à votre alimentation, à votre milieu, grâce à ces bactéries qui ont le cycle de vie, donc d'adaptation plus rapide que les nôtres, et sans elles, on ne pourrait pas vivre. Donc je conclurai par l'interdépendance, mais je voulais l'aborder là, pour vous dire à quel point, jusque dans notre intimité, nous sommes liés au monde vivant non humain. La biologie crée des systèmes d'ingénieurs. On pourrait, vous avez une vision très téléologique de l'ingénierie, mais les fourmis, en effet, trouvent des chemins très courts qui ont des vertus pour l'ingénieur, puisqu'on essaie d'économiser. Donc la biologie crée collectivement des systèmes d'ingénierie, mais comment le fait-elle alors qu'il n'y a aucun, si vous voulez, ingénieur, il n'y a aucun planificateur pour réaliser ces systèmes? Évidemment, c'est là que la biologie a une solution, et on en a parlé aussi dans le talk précédent. La solution de la biologie, c'est évidemment la sélection naturelle. Si vous voulez, comment ils font nos petits robots pour apprendre? Ils ne font pas exactement comme ça, mais on pourrait les faire comme ça. Chaque petit robot aura un génome, okay, et chaque petit robot apprend des choses de par la sélection naturelle. Quand ils n'ont pas appris à se connecter, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans le trou, donc ils meurent. Donc ils ne sont pas adaptés. À un certain moment, un petit robot va trouver que la bonne solution, c'est de se connecter à un autre. Okay, ensemble, ils vont survivre. Alors, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi survivre pour un robot? Mais disons qu'il ne va pas tomber dans le trou et qu'il ne va pas se détruire. Donc les petits robots comprennent qu'ils doivent se connecter, hein, et en fait, vous voyez que pour pouvoir comprendre cela, vous êtes obligé de mettre ensemble 3 ingrédients. Il y a une physique des systèmes collectifs, mais il y a aussi un environnement qui exige que ces robots se connectent. Donc en fait, les systèmes biologiques s'adaptent à leur environnement collectivement, et il y a la sélection naturelle. Donc ces 3 ingrédients sont pour moi une caractéristique essentielle des phénomènes émergents. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas d'émergence en physique, il n'y a pas d'émergence en chimie. Je suis contre l'utilisation ou l'abus du terme émergence en physique ou en chimie, comme beaucoup le font, ou en économie ou en sociologie. Pour moi, il n'y a pas d'émergence dans ces systèmes-là, au sens où moi j'ai envie de l'entendre. Mais en biologie, en revanche, je vois une émergence, parce qu'il y a un environnement intégratif et il y a la sélection naturelle. Alors ça, c'est des philos, c'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais en fait, si vous êtes philosophe, vous pourriez vous y intéresser. Il y en a un que je trouve extraordinaire, qui est un physicien américain, un biologiste physicien américain qui pense comme moi, donc ça me donne une espèce de... qui est Stuart Kauffman. Lisez-le, écoutez-le. Et Stuart Kauffman parle beaucoup de l'émergence des systèmes biologiques. Par exemple, si vous étudiez les oiseaux et le comportement collectif des oiseaux, si vous êtes un physicien, vous allez simplement essayer de trouver les paramètres de vol des oiseaux de telle manière à ce que ce que vous modélisez colle à la réalité. Ça, c'est la démarche du physicien. Okay, qu'est-ce que va faire le biologiste si c'est un vrai biologiste? Il va comprendre pourquoi ces paramètres sont là. Pourquoi les oiseaux volent de la manière dont ils volent collectivement. Et alors vous comprendrez que les oiseaux font ça parce qu'ils ça leur permet d'échapper aux prédateurs. Les oiseaux font ça parce que ça leur permet d'être mieux portés par les courants ascendants et les courants descendants. Donc les oiseaux ne choisissent pas par hasard ces paramètres. Okay, le physicien juste les découvre, le biologiste les explique.
C'est là qu'évidemment on peut récupérer cette explication à des fins ingénieristes. Parce que justement, le deuxième élément dont l'ingénieur doit s'inspirer, et ça sera mon deuxième et ça sera ma fin, donc le premier, émergence, le tout, créer des comportements complexes qui sont dignes de être exploités, mais il y a une complexité. Comment passer des parties au tout? Et là, il faut de l'apprentissage, il faut de l'essai-erreur, parce que c'est trop complexe. Généralement, bon, vous allez me dire que l'ingénieur y arrive dans le cas de la voiture, il y arrive dans le cas de l'ordinateur, mais on voudrait étendre ça. On voudrait aussi des systèmes qui nous surprennent, des systèmes auxquels l'ingénieur n'a pas pensé. Et ces systèmes-là, ils vont émerger par apprentissage et adaptation. Alors, ce n'est pas nouveau non plus en intelligence artificielle. Vous savez que la voiture de Google doit énormément à des réseaux de neurones. La voiture de Google, la voiture autonome de Google, vous savez que Google va commercialiser une voiture autonome en 2017, eh bien, cette voiture qui a remporté les prix avant de devenir autonome sur les quartiers, eh bien, elle fonctionne parce qu'il y a des systèmes style réseau de neurones qui ont appris. Donc, l'ingénieur n'est pas capable de coder le contrôle de la voiture autonome. Il y a des choses que l'ingénieur peut installer, mais aussi des choses qui ont appris d'elles-mêmes par renforcement, par imitation du conducteur. Les réseaux de neurones qui ont appris à conduire, mais sans qu'un ingénieur comprenne comment ça marche, simplement par tentative, essai et erreur. Donc c'est une vieille idée qui est très très fortement inspirée de la biologie, hein, les apprentissages par renforcement. Hein. On essaye des trucs, ce qui marche on retient, ce qui ne marche pas on élimine. Alors, pour bien vous montrer quand l'apprentissage l'emporte sur l'ingénierie, je vais vous montrer un exemple très simple, ce sont les jeux. En intelligence artificielle, on essaie évidemment de battre les meilleurs joueurs dans un tas de jeux. Si vous regardez le jeu d'échecs, vous en avez certainement entendu parler, ça avait défrayé la chronique quand ça s'est produit. Kasparov s'est fait battre au début des années 2000 par Deep Blue, et c'était uniquement une technique très très cognitive, très ingénieure, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, c'était des arbres min-max, etc. Ça marchait très bien, on a réussi à battre Kasparov. En revanche, pour le backgammon et le Go, qui sont deux jeux, enfin le backgammon ne résiste plus, mais le Go résiste encore aux meilleurs joueurs humains, parce que le joueur informatique est encore assez nul en Go, eh bien les meilleurs joueurs sont des joueurs qui jouent par apprentissage. Il n'y a plus personne qui leur dit comment il faut jouer. Ils essayent par essai-erreur. Et par essai-erreur, ils arrivent à atteindre des performances. Vous voyez, la complexité du jeu est telle que l'homme ne sait pas le coder, ne sait pas le faire bien fonctionner. En fait, des joueurs informatiques jouent les uns contre les autres, on retient le meilleur, on essaye par essai-erreur. Donc c'est très inspiré de la biologie, et ce sont les meilleurs joueurs de Go et les meilleurs joueurs de backgammon qui existent à l'instant. Vous voyez, quand il y a le basculement, quand ça devient trop complexe, il faut recourir à l'apprentissage, il faut recourir à l'essai-erreur. Avec une machine évidemment qui nous le permet, parce que, comme on sait, la force brute de l'ordinateur peut faire des milliards d'essais et d'erreurs en un minimum de temps. Les algorithmes génétiques sont un des composants favoris pour ce genre de choses. On essaye des chromosomes qui marchent bien, on les retient, on les recombine, génétique, on recombine les chromosomes qui marchent bien, en essayant d'en avoir des qui marchent encore et encore. Et c'est un des algorithmes les plus populaires aujourd'hui dans le monde de l'ingénierie et de l'optimisation combinatoire. L'apprentissage, ce sera un des mes derniers slides, c'est aussi la tarte à la crème de Google, puisque Google fait fonctionner pratiquement tous ses systèmes maintenant à l'aide d'apprentissage issus d'un corpus extraordinaire de données, mais les données sont tellement complexes que sans une machine pour en retirer, pour en extraire la substantifique information, ça ne marcherait pas. Donc Google utilise de manière vraiment extrêmement abondante des algorithmes d'apprentissage, genre réseau de neurones, genre grosse boîte noire, pour faire des systèmes de traduction automatique, pour faire des systèmes de labellisation d'images automatiques, pour faire des systèmes de reconnaissance automatique, etc., etc. Pour faire des voitures autonomes, c'est de l'apprentissage et du big data. Alors mes conclusions, c'est que si j'étais ingénieur aujourd'hui, j'aurais envie de m'inspirer de la biologie, je dirais que des sources extrêmement intéressantes et fécondes pour l'ingénierie, c'est tout ce qui est maintenant contrôle distribué. En effet, comme le disait l'orateur précédent, on va devoir changer la manière dont on fournit la distribution d'énergie. Il va falloir changer la manière dont on fournit je dirais la logistique, puisque de plus en plus on pense à des systèmes distribués, des senseurs distribués, des systèmes de production d'énergie distribués. Vous savez, comme en Allemagne, dans les villages en Allemagne maintenant, chacun fournit sa propre énergie via des panneaux solaires, mais il faut coordonner ça, et c'est très compliqué de coordonner la distribution et la consommation d'énergie par les panneaux solaires. Les systèmes logistiques, quand les voitures de Google rouleront tout seuls sur les autoroutes, comment est-ce qu'il faut coordonner les flottes de voitures? Donc ce sont des systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués à mettre en place, mais qui risquent de devenir de plus en plus décentralisés. Il y aura toujours un conflit entre est-ce qu'il faut un contrôle type ingénieriste, type top-down, ou un contrôle style mes robots, distribué bottom-up. Il y aura toujours ce conflit. Hein. Vous avez vu, les échecs c'est mieux top-down, le backgammon c'est mieux bottom-up. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un niveau de complexité où il semblerait que le bottom-up fasse mieux que le top-down. Donc il y aura des contrôles de plus en plus distribués. Et pour ces contrôles distribués, je pense qu'il faudra des techniques d'optimisation de ces contrôleurs, ce que j'appelle la main invisible de ces contrôles distribués, et cela ne peuvent être
que très très largement, très fortement inspiré de la biologie. Le biomimétisme des formes, c'est-à-dire qu'on recopie des formes inspirées dans la nature pour les appliquer et les mettre en œuvre comme solution sur les problèmes des humains. Carl von Frisch, il cherchait à comprendre quelle était la vision que les abeilles avaient des couleurs et des fleurs. Il avait une hypothèse qui était de dire, voyons voir comment ça se passe si les fleurs sont colorées, et peut-être que c'est ça qui attire les abeilles. Alors, il est parti sur cette hypothèse-là, il a travaillé sur le truc, et il a eu l'humilité de penser que, finalement, peut-être les abeilles communiquaient entre elles. Et maintenant, on arrive, et là ça rejoint l'intervention précédente, on arrive à faire des robots abeilles qui parlent avec des vraies abeilles biologiques, et qui leur donnent des directions sur des fleurs, et elles y vont pour de vrai. Et l'analogie de la pollinisation, c'est une analogie qui nous fait réfléchir et qui nous fait comprendre plein de choses, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Voilà. Parce qu'en fait, la ruche, c'est un ensemble, c'est un écosystème où il y a des liens internes, dont la danse des abeilles est une des modalités. Mais il y a aussi des liens externes avec l'écosystème floral et végétal qui entoure la ruche. Ça nous amène à toutes les logiques écosystémiques, relationnelles, du vivre et du faire ensemble, qui se traduisent par des nouveaux champs d'approche, y compris dans les entreprises, dans l'innovation, dans les clusters, dans la nouvelle économie, qui sont cette idée des externalités positives. C'est-à-dire que quand j'agis sur un système, non seulement je ne détruis pas, mais j'apporte un enrichissement à l'ensemble du système. Et ça, c'est l'économie collaborative dont on a parlé, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, tout ce qui est coopération, intelligence collective, open source, associativité, etc. Le biomimétisme peut nous emmener bien au-delà des logiques technologiques pour nous emmener sur des modèles de société, des réflexions sur le propre de l'homme, du management et sur la logique entrepreneuriale.